Il est des régions du monde où la géographie est une condamnation. Le Caucase du Sud en est une. Pris en étau entre la Russie, la Turquie et l'Iran, ce carrefour d'empire est un échiquier où chaque mouvement peut mener au désastre. Au cœur de cet échiquier, une nation à l'histoire millénaire mais à l'état fragile, l'Arménie. Une des plus anciennes civilisations chrétiennes, dont l'histoire récente a été marquée par la cicatrice du génocide et 70 ans de parenthèse soviétique. En 1991, l'Arménie redevient indépendante. Mais cette date de naissance se fait dans la douleur. Une économie en ruine, des frontières fermées et une guerre pour le contrôle d'une enclave montagneuse, l'Artsakh ou Haut-Karabakh. Comment gouverner un pays dans de telles conditions ? Quel choix s'offre à un dirigeant lorsque chaque option semble mener à une impasse ? C'est ce que nous allons explorer dans cette série. Si ce format vous intéresse, nous poursuivrons avec le parcours de son successeur, l'homme fort du Karabakh, Robert Kotcharyan. Pour comprendre les décisions de 1991, il faut d'abord comprendre le profil de l'homme. Levon Ter-Petrosyan n'est pas un politicien de carrière. Un de ces fonctionnaires du Parti communiste qu'on appelait les apparatchiks. C'est un philologue, un spécialiste des manuscrits médiévaux travaillant au Matenadaran d'Erevan, le prestigieux institut des manuscrits anciens. Un historien ? Comment se retrouve-t-il à la tête d'un pays ? Son entrée en politique est tardive. À la fin des années 80, le chef de l'URSS, Mikhaïl Gorbatchev, lance la Glasnost, une politique d'ouverture qui libère la parole. Partout, les peuples se réveillent. En Arménie, ce réveil est porté par le Comité Karabakh, un groupe d'intellectuels qui exige le rattachement du Haut-Karabakh à l'Arménie. Ter-Petrosyan en devient une des figures de proue. Son arrestation par Moscou en 1988 le transforme en héros national. Il était donc déjà une figure politique avant l'indépendance. Exactement. Le mouvement gagne une telle ampleur qu'il devient incontournable. Aux élections législatives de mai 1990, le Parti communiste remporte officiellement le plus grand nombre de sièges. Mais le mouvement national pan-arménien de Ter-Petrosyan et ses alliés forment un bloc démocratique assez puissant pour prendre le contrôle politique. Le 4 août 1990, après plusieurs tours de scrutin serrés au Parlement, Levon Ter-Petrosyan est élu président du Soviet suprême. C'est la première fois qu'une force non communiste prend le pouvoir dans une république soviétique. Il est donc déjà aux commandes quand l'URSS s'effondre. Après un référendum plébiscité le 21 septembre 1991, l'indépendance est officiellement déclarée le 23 septembre. Un mois plus tard, le 17 octobre, Ter-Petrosyan est élu premier président de la République d'Arménie avec un score écrasant de 83% des voix. Mais cette indépendance a un coût, le blocus total. La Turquie et l'Azerbaïdjan ferment 84% des frontières terrestres du pays, et avec elles, les voies ferrées et pipelines vitaux de l'ère soviétique. L'impact sur le commerce est quasi total. Ter-Petrosyan ne doit pas réformer un pays, il doit en inventer un. Pour beaucoup, la chute de l'URSS, c'est la chute du mur de Berlin, en 1989. Un symbole de libération. Mais pour les peuples qui vivaient à l'intérieur de l'Union, c'est surtout le début d'un chaos économique sans nom. Un effondrement de 42% du PIB en un an, c'est pire que la Grande Dépression. Comment un pays survit à ça ? Il ne survit pas, il se métamorphose. L'État est en faillite. L'hyperinflation anéantit l'épargne. Ce sont les années sombres et froides. Moins de 2 heures d'électricité par jour. Face à ce chaos, le gouvernement prend sa première grande décision en tant qu'État souverain. Une réforme libérale, en pleine crise humanitaire, ça n'a pas de sens. Au contraire, ce n'est pas un choix idéologique, c'est un acte de nécessité absolue. Dès la fin 1991, juste après l'indépendance, la nouvelle République d'Arménie devient la toute première de l'ex-URSS à lancer la privatisation des terres agricoles. L'État ne pouvant plus assurer la sécurité alimentaire, il délègue cette fonction à la cellule familiale. C'est une stratégie de survie, pas de développement. Le coût humain est immense.
l'espérance de vie chute, plus de la moitié de la population tombe sous le seuil de pauvreté, et surtout, le pays se vide. On estime qu'environ 600 000 personnes quittent le pays. Une véritable hémorragie. Mais pendant ce temps, il y a la guerre. Exactement. Pendant que la société lutte pour ne pas mourir de faim et de froid, l'État doit mener une guerre pour sa survie physique. Sans armée structurée au départ, l'Arménie soutient les forces du Haut-Karabakh qui, contre toute attente, prennent le dessus. En mai 1994, un cessez-le-feu est signé. C'est une victoire militaire totale. Le cessez-le-feu de 1994 marque la fin de l'effondrement. Mais la victoire a créé un dilemme stratégique insoluble. Le pays reste sous blocus et contraint à une course à l'armement contre un Azerbaïdjan qui commence à peine à exploiter ses vastes richesses pétrolières. Ter-Petrosyan, le pragmatique, comprend que le temps joue contre l'Arménie. Donc, il faut négocier. C'est la suite logique, non? C'est la suite logique pour un analyste, mais pas pour une nation euphorique, et surtout pas pour un président dont le pouvoir est déjà fragilisé. Fragilisé? Il n'est pas le héros de la victoire? Plus vraiment. Sa réélection en 1996 est entachée par des accusations de fraude massive. Son administration fait face à des critiques croissantes pour la corruption et son style jugé autoritaire, notamment après avoir interdit en 1994 le parti historique de la Fédération révolutionnaire d'Arménie. Il a perdu beaucoup de sa légitimité. C'est sur ce terrain politique miné qu'il lance une dernière bataille. Fin 1997, il publie son fameux article « Guerre ou paix ? L'heure d'être sérieux ». Il y expose sa vision avec une lucidité brutale. Il écrit « Il n'est pas possible de maintenir le statu quo pour une longue période, car ni la communauté internationale ni les capacités économiques de l'Arménie ne le permettront. Pour lui, refuser le compromis, c'est choisir la guerre. » Et quel était ce compromis? Un plan par étapes. Retrait des territoires occupés autour du Karabakh en échange de la levée du blocus et du déploiement de forces de paix. Le statut final du Karabakh sera négocié plus tard. Il tente de prévenir son peuple avec des mots qui résonnent aujourd'hui comme une prophétie. Ce que nous rejetons aujourd'hui, nous le demanderons demain, mais nous ne l'obtiendrons pas. Mais pour une élite militaire et ses propres ministres, Robert Kocharyan et Vazgen Sargsyan, c'est une trahison. Isolé, affaibli, Ter-Petrosyan démissionne le 3 février 1998. L'héritage de Levon Ter-Petrosyan est celui d'un réaliste tragique. Le fondateur d'un État qui a présidé à une victoire militaire, mais qui a soutenu, en vain, que cette victoire sans règlement politique mènerait à une longue agonie. Il a donc échoué. Sa chute en 1998 est plus qu'un échec personnel. C'est un choix stratégique fondamental pour le pays. Entre le pragmatisme douloureux d'un compromis et le romantisme national d'une victoire militaire à préserver à tout prix, l'élite arménienne a choisi la seconde voie. Dans son discours de démission, il a déclaré « Le parti de la paix et de la réconciliation digne a perdu en Arménie ». Cette phrase, à l'époque, sonnait comme la justification d'un homme politique vaincu. Avec le recul, elle ressemble à une prophétie. Une prophétie dont l'accomplissement tragique, plus de 20 ans plus tard, allait redéfinir la carte du Caucase.